Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour monstrueusien, c'est la fille de joie, bienvenue dans Monstrueusement humain. Alors, cette troisième partie, vais-je y arriver à poursuivre cette thématique sur faire des choix hors la norme ou suivre ses élans de vie ou de cœur, est-ce toujours respectueux de la morale ? Ou est-ce que la morale ou la norme respecte-t-elle vraiment notre écologie intérieure ? Sur ce troisième épisode, j'avais très envie d'aborder un thème un peu épineux. T'éclairer sur la morale et la norme qui peuvent parfois être le berceau de l'horreur. Alors, pour un petit peu t'éclairer là-dessus, je vais t'avouer ce qui a été le détonateur et la création de ce podcast. Monstrueusement humain est né dans ma tête, ou en tout cas il a migré de mon cœur à ma tête en septembre 2020 pour voir le jour en janvier 2021. Oui, parce que tu comprends, en même temps, c'était un niveau mais tellement élevé pour moi. C'était impossible d'imaginer que j'allais m'exposer, exposer ma pensée, dévoiler toute cette partie chez moi, monstrueusement humaine. Alors il m'a fallu du temps. Je me suis lancée grâce à l'Académie du podcast avec ses amis canadiens et nous avons été une cohorte. Certains ont lancé leur podcast en 2020, fin 2020, et moi il a fallu que j'attende janvier tellement j'étais terrorisée. Et il est né ce podcast. Et en fait, en toute honnêteté, de façon très sincère, il est né d'un terrible hurlement intérieur chez moi. C'était vraiment la présence que je connais très très bien dans des cas extrêmes de cette panthère en moi. Vraiment, ça ne peut pas durer comme ça. Ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui a déclenché cela ? Eh bien, toutes les dispositions prises autour de l'épidémie du Covid. Et en même temps, mais alléluia, parce qu'en fait, ça m'a tellement éclairé sur ma réelle nature, de me rendre compte qu'en fait, en situation extrême, eh bien, j'activais un système de pensée et de réflexion qui était tout à fait en accord avec le vivant, avec mon vivant en moi. Je suis devenue, une Lara Croft. J'avais la lame de couteau au milieu des dents et c'était combat. Je me suis révélée totalement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a eu tous ces protocoles pour les enfants de porter des masques à l'école. Et pour moi, c'était juste impensable, de par ma formation, de par le milieu professionnel d'où je viens, c'était juste impensable de demander cela à des enfants. Alors, je suis allée voir la directrice, j'ai
demandé des rendez-vous, j'ai retiré ma fille de l'école, je me suis battue, j'ai déposé une plainte, j'ai fait des tas de choses, je me suis mise dans des associations. C'était juste pour moi impensable de sacrifier les enfants sous prétexte de sauver des personnes âgées. Et malheureusement, les chiffres aujourd'hui le démontrent, entre autres une enquête de l'hôpital parisien Robert Debré qui a mis en lumière une augmentation spectaculaire des tentatives de suicide chez les enfants et des enfants très jeunes comme jamais je n'avais entendu cela en travaillant en pédopsychiatrie. Et donc cette augmentation de suicide fin 2020, début 2021, après toute la période Covid. Et il est né comme ça, ce podcast. Il est né de « je ne peux pas valider et accepter cela ». Et Dieu sait que ça m'a confrontée de passer pour je ne sais quoi et d'essuyer bien des avis contradictoires. C'est Albert Einstein qui va écrire dans Comment je vois le monde cette phrase. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Et cette phrase, mais elle m'a tellement habitée. Cette phrase, elle explique comment le succès du mal grandit grâce à l'absence de pensée des autres. Un environnement qui soutient un fonctionnement d'un système. Ne pas vouloir penser les conséquences d'une décision ou d'un acte nous rend responsables de la prolifération du mal. Et ça m'habitait. C'était non-stop. Alors j'ai cherché, j'ai fait ma parfaite. J'ai cherché, Madame Proprette s'est dit, mais c'est pas possible en fait. Je ne peux pas être la seule à penser cela. Et probablement, j'ai fait en sorte de conceptualiser ma pensée et j'ai cherché. Et je suis tombée sur La banalité du mal d'Hannah Arendt. Et c'était juste pour moi incroyable. J'avais l'impression, en toute humilité, d'être dans la tête d'Hannah Arendt. Quand j'ai parcouru ses écrits, je me suis dit, ok, moi, je pense ça en 2021 ou 2020, quand elle a établi ça, après-guerre, pendant le jugement des nazis. Elle parle de cette banalité du mal, l'impensable banalité. Alors qui est Hannah Arendt ? Eh bien, c'est une politologue, une philosophe et journaliste allemande qui a été naturalisée américaine. Et alors, contrairement à ce qui a pu être dit et déformé à l'époque, elle n'a jamais banalisé aucunement les actes nazis. Mais elle a démontré que les personnes qui avaient exécuté les ordres étaient on ne peut plus banales. Et elle va être critiquée, on va la traiter de juive antisémite, se tournant du côté des nazis. Elle va écrire un livre, alors pour ceux qui parlent allemand, excusez-moi, un livre qui s'appelle Eichmann et Jérusalem, ou Eichmann et Jérusalem. Et qui est ce Eichmann ? Eh bien, c'est l'artisan de la solution finale, le responsable de la déportation des Juifs d'Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'elle va décrire de ce Eichmann ? Eh bien, que c'est un fonctionnaire allemand exemplaire, exécutant son travail de façon exemplaire, qu'il est un citoyen discipliné, que c'est un bon père de famille et qui va pourtant participer au génocide de plusieurs millions d'êtres humains.
c'est le stéréotype de l'homme banal. Elle vient mettre en lumière le manque de pensée qui est le signe d'une conscience éteinte. Anna nous explique que les personnes ordinaires et banales, dans certaines circonstances, peuvent commettre des actes monstrueux. Le mal, le plus grand qui soit, peut être accompli par des personnes normales et qui n'ont aucun goût au départ pour la cruauté et la méchanceté ou le sadisme. Et qu'elles peuvent commettre des crimes d'une cruauté inouïe. Oui, ça fait froid dans le dos. Des individus renoncent à faire marcher leur esprit critique, deviennent le pur produit d'un système et renoncent à l'idée de désobéir. Et elle vient encore éclairer un peu plus que ce n'est pas l'émotion qui empêche de faire du mal, parce que ce fameux Eichmann, il avouera qu'il s'est lié d'amitié, qu'il a été touché par certains juifs déportés. Et donc non, ce n'est pas l'émotion, mais la pensée socratique, dans le sens de la pensée qui s'expose à la réfutation, impliquant de se poser à soi-même les objections les plus dérangeantes, les foutues vérités. Et ce qui ne veut pas dire que les nazis n'étaient pas intelligents. Ils étaient nombreux à détenir un doctorat. Mais ils étaient incapables de se remettre en question, créant par leur nombre une superstructure normative. Et d'ailleurs, rappelle-toi, Socrate lui-même a été condamné à mort, car à l'époque sa forme de pensée amenait à créer des rebelles et des marginaux, et que les pouvoirs étatiques craignaient. Et Arendt, elle s'interroge, justement, elle dit « Est-ce qu'il ne vaut mieux pas quelques marginaux incapables de se regrouper et de s'organiser pour former un mouvement ? Ou de nombreux êtres ultra-obéissants, ne pensant pas ou ne pensant plus, et capables de se regrouper massivement, et capables d'un mouvement allant jusqu'à des actes inhumains. » Le succès du mal prolifère sur l'absence de pensée des autres. Quelques années plus tard, Charles Péguy écrira ceci. « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme même perverse, c'est d'avoir une âme habituée. » Merci, monsieur Péguy. Cynthia Fleury, qui est une philosophe et psychanalyste française contemporaine, décrit ceci. Elle dit « Le courage aujourd'hui, c'est d'exercer sa clause de conscience. Que l'acte le plus proche de l'humain est d'assumer d'être un sujet jusqu'au bout. C'est une réalité nécessaire et courageuse. » D'ailleurs, dans une communauté humaine, ceux qui décident de vivre différemment, ceux qui décident de ne pas occuper la place qui leur est assignée, en fait, ceux-là eux-mêmes assurent la cohésion du groupe. Parce qu'en fait, ils rassurent les normaux sur leur normalité. Mais que finalement, eux, dans l'ombre, font évoluer les mentalités. Alors, que ce mal soit la conséquence sur ta vie, ou celle de tes proches, ou encore celle du monde, il est bien question d'écouter son cœur, d'écouter son courage et d'agir. Parce que tous ces élans réprimés, eh bien, entraînent une répression émotionnelle.
Et depuis plusieurs épisodes, je te propose, en tout cas je t'annonce que je vais parler de l'impact de la répression émotionnelle sur notre santé et je ne le fais pas. Eh bien, allons-y. Et alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui démontrent ces impacts. Je vais te parler, je vais prendre un axe. Je vais te parler de Jean-Benjamin Stora, qui est psychanalyste, psychosomaticien et psychologue. Et donc, il explique que les émotions peuvent parfois être responsables de graves problèmes de santé, notamment des problèmes cardiovasculaires. Et donc, pour comprendre comment nos émotions peuvent atteindre les systèmes somatiques, il propose de s'intéresser au fonctionnement de ce qu'on appelle le système psychoneuronal, qui est en fait une façon de percevoir la santé de façon globale, à côté d'une pensée purement rationnelle. Nous ne sommes pas qu'un corps, bordel. Ce système psychoneuronal se développe au long des premières années de la vie et il relie notre vécu quotidien à nos émotions et comportements. Et une fois qu'il est constitué, eh bien, il est en mesure de nous protéger des excitations et des stress quotidiens qui nous assaillent. Et en fait, il contribue ainsi à protéger notre santé. Mais, écoute bien ça. Lorsque nous sommes confrontés à des événements dramatiques ou traumatiques, des événements ultra stressants comme des deuils, des licenciements, des divorces, enfin, tout ce qui peut arriver d'assez challengeant dans nos vies, eh bien, notre système psychoneuronal peut être affaibli. Et donc, les émotions peuvent se délier et se décharger avec une violence extrême au niveau des systèmes somatiques. Ce qui va être très très bien décrit par les internistes et cardiologues japonais qui vont parler et excusez-moi de la prononciation, du takotsubo. C'est très connu au Japon et ça a été décrit et démontré par imagerie médicale. En fait, ça met en lumière l'exemple du stress aigu qui peut entraîner un infarctus du myocarde et des troubles respiratoires. Le syndrome de Takotsubo est appelé également le syndrome des cœurs brisés ou ballonisation apicale. Et en fait, c'est une cardiomyopathie qui consiste en une sidération myocardique qui apparaît après un stress émotionnel. Et à l'imagerie médicale, on constate que le cœur prend alors une forme d'amphore. Il est donc temps de comprendre que certains qui souhaitent mettre de côté les émotions pour se protéger, eh bien, ne font que se tirer une balle dans le pied. Cette répression émotionnelle est néfaste et peut causer d'importants troubles somatiques. Si elle est tue, elle se révèle, plus ou moins à long terme, néfaste pour notre système psychique et physique à travers ce système psychoneuronal. Cynthia Fleury, que j'ai citée tout à l'heure, d'ailleurs, explique très très bien ceci sur cette époque particulière que nous vivons. Elle dit qu'en fait, la dépression, qui est quand même en grosse augmentation aujourd'hui, est un vrai symptôme de bonne santé, qu'il est tout à fait normal de tomber malade par rejet de ce système actuel tellement dysfonctionnant. Et que ceux qui n'en sont pas du tout atteints, de plus ou moins près,
ceux qui n'en souffrent pas du tout, tombent, eux, dans un comportement machinique. C'est-à-dire qu'ils se clivent, ils se coupent de leur ressenti. Ce clivage à caractère psychotique pour survivre à ce monde de fous. Alors j'espère que je ne t'ai pas encore perdu. Certains me reprocheront probablement que cet épisode est un peu trop intellectuel. Mais voilà, j'ai envie de te poser cette question. Faut-il persister dans une posture flamboyante portant des valeurs de société, mais bafouant ton vivant et distillant plutôt des valeurs morales plus qu'humaines? Si par exemple, concrètement, je te parle de Zidane et de son coup de boule lors de la Coupe du Monde, un acte franchement pas sportif, me diras-tu? Oui, probablement. Mais sur ce fameux terrain, lors de ce match, eh bien, Zidane a entendu que l'on traitait sa mère de P-U-T-E. Alors est-ce que son acte est à applaudir? Sûrement pas. Est-ce qu'il peut s'expliquer? Probablement que oui. La réalité dans notre culture française, c'est que l'on moralise, on verrouille le vivant et que lorsque les conséquences de ce verrou engendrent le craquage ou l'éruption, le volcan, alors on camoufle les conséquences, on les tait à coups de secret ou bien de traitements tellement lourds avec des effets socio-économiques importants. La morale crée la censure et engendre l'horreur parfois, comme je te l'ai expliqué avec Hannah Arendt. Et quand il s'agit de sexualité censurée dans l'Église, si, par exemple, cette censure disparaissait, si elle n'avait jamais existé, aurions-nous autant d'horreurs dévoilées aujourd'hui? Ou bien encore, et là je vais prendre une casquette qui m'est chère, lorsque tu es une mère de famille, quand la norme ou la morale te demande tant de renoncements et te met tant d'injonctions et de pressions, et que ça génère autant de pétages de plomb, et parfois d'actes irréversibles que j'ai pu constater dans ma carrière en secteur pédopsychiatrique. Autant de violence et de maltraitance sur enfants. Où sont les responsabilités? Où est la source de ce mal? Ou encore, lorsque ce grand-fils dévoile une fois adulte à ses parents que leur meilleur ami a abusé de lui enfant, et cela pendant des années, et que ses parents sont dans l'incapacité de pouvoir le croire, parce que c'est trop dangereux de perdre une certaine dignité et peut-être de garder une certaine norme sociale, et que plutôt que d'affronter le chaos, il est préférable de refuser cette révélation. Alors je te donne des exemples très concrets, il y en a encore des tas, mais ne crois pas
que c'est pour juger. Parce que moi, la première, j'ai distillé ce venin dans mes renoncements. Alors que mon cœur disait tout autre chose, j'ai renoncé beaucoup. J'ai été la multirécidiviste. En distillant, en renonçant à mes élans, en distillant le venin du non-respect de soi auprès de mes enfants. En leur faisant porter le sacrifice, ce lourd fardeau inconscient. Cet héritage de « ne te respecte pas ». Surtout, gardons bonne figure. Ne perds pas la face, tes sentiments. Peu importe. J'ai incarné cela. Quelles en seront les conséquences? Bien, j'espère que je ne t'aurai pas trop plombé le moral. Mais une chose est sûre, c'est que lorsque tu sens ces élans si terrifiants, peut-être garde cette question. Quelle est mon intention? Est-ce que je souhaite nuire volontairement? Est-ce que je veux faire du mal intentionnellement? Alors, si ta réponse aux deux est non, écoute bien ton cœur. Et je vais finir sur mon amant du moment, et Ben, j'espère que tu m'excuseras, Blaise Pascal. Oui, j'ai une certaine attirance pour les prénoms en B. Ça doit être cela. Blaise Pascal, qui dit « Outre sa dimension affective, le cœur possède une dimension intellective et désigne par là même l'homme en son entier. Le cœur est un allié de la raison puisqu'il connaît. L'autre preuve que le cœur ne s'oppose pas à la raison, c'est que pour lui, sentir équivaut à connaître. » Voilà, la série va toucher à sa fin. Alors, je vais t'inviter à peut-être mettre plus souvent le stéthoscope sur ton cœur. Et pour ceux qui te répondront « sois raisonnable », tu n'auras qu'à leur répondre « Lis Blaise Pascal, espèce d'ignare ». Alors maintenant que tu as été bien saoulé par cet épisode peut-être trop intellectuel, eh bien je vais te proposer de parler de Monstrueusement Humain encore plus. Fais ce cadeau autour de toi et fais ce cadeau à ce podcast. Et puis, tu as envie de le noter, n'hésite pas. Tu as envie de témoigner par écrit, à l'oral, tu as envie de prendre la parole. Vas-y, le monde n'attend que ça. Et moi qui adore prendre différentes petites voix, eh bien, il n'y a aucun problème pour être ta voix lors d'un épisode. Sur ce, je te dis bye bye.